qui me soit permis d'abord de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier l'AMC de m'avoir invité à faire cette communication. Et nos maîtres l'ont dit, je salue donc la présence de la salle de nos maîtres, le professeur Bileko et le professeur Jean-Bernard Kwambon, qui tous deux ont eu à m'enseigner comme étudiant pour le professeur Bileko en 2e année de médecine et pour le professeur Jean-Bernard Kwambon en 5e année de médecine. Et c'est un plaisir pour moi de faire cette présentation devant eux. Je suis le professeur Paul Maker-Osunguier. Je suis neurologue neurovasculaire, chef de service de neurologie au CHU Brazzaville. Je suis membre du bureau exécutif de l'Organisation africaine des AVC et coordonnateur pour l'Afrique centrale et secrétaire général de la Ligue franco-africaine contre les AVC. Et donc, je fais partie des experts africains de neurovasculaire. Quand ce sujet m'a été proposé, j'avoue que c'était un peu difficile. Vous voyez que dans la présentation, j'ai dû faire des choix parce que s'il faut aborder en long et en large des AVC, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc, il y aura des parties que j'aurais peut-être pas abordées en long et en large, mais le plus important, c'est qu'un message passe. Et donc, comme nous le savons tous, les accidents vasculaires cérébraux occupent une position dominante dans presque toute la littérature. On ne dira jamais assez que c'est la première cause du handicap acquis de l'adulte. C'est la 2e cause de mortalité dans le monde. Pendant longtemps, on disait que c'était la 3e cause, donc après les cancers et les infarctus du myocarde. Mais avec beaucoup d'efforts réalisés par des cardiologues, les AVC passent plutôt en 2e position en termes de mortalité dans le monde. Et c'est la 2e cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Selon les estimations de l'évaluation de la morbidité dans le monde, on estime qu'en 2019, il y a eu près de 6 500 000 décès dus uniquement aux AVC. Et que ceux qui ont survécu sont à peu près 143 millions à avoir un handicap. Et quand on estime le coût, le fardeau économique de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, on estime qu'on a dépensé à peu près 73 milliards de dollars pour la prise en charge des AVC. Donc c'est un véritable problème, un véritable fardeau. Je vais dire un tout petit mot sur les éléments de l'épidémiologie. Sur cette figure, on présente à peu près l'incidence des accidents vasculaires cérébraux dans le monde. Ça, c'est selon les données de 2019 sur la morbidité des maladies dans le monde. Et vous voyez que quand c'est colorié en bleu foncé, ça veut dire que l'incidence est un peu faible, entre 56 et 73 pour 100 000 habitants. Et quand ça devient un peu rouge foncé, ça veut dire que c'est au-delà de 212 pour 100 000 habitants. Et vous voyez que notre région, l'Afrique centrale et le Congo, est autour de 197 à 212 pour 100 000 habitants en termes d'incidence des accidents vasculaires cérébraux. Et là, on voit que au niveau de l'Amérique du Nord, un peu du Sud et au niveau de l'Europe, une partie de l'Europe, cette incidence est un peu faible par rapport à nos régions. Cependant, ici, en termes de prévalence, on voit que les régions de l'Amérique du Nord tendent un peu à avoir des prévalences un peu plus élevées, mais notre région a toujours une prévalence beaucoup plus élevée. Et quand nous avançons vers la mortalité, vous voyez que en Amérique du Nord, où la prévalence était comme un tout petit peu élevée, mais la mortalité est faible par rapport à nos régions. Et donc, de ces éléments, nous voyons bien que l'Afrique, en général,
et l'Afrique centrale ou le Congo a une incidence élevée des accidents vasculaires cérébraux, une prévalence élevée et une mortalité élevée. C'est donc un véritable problème. En Amérique du Nord, comme on a vu un peu en Europe, si la prévalence et les incidences sont un tout petit peu élevées, la mortalité est faible parce qu'il y a une organisation, parce qu'il y a des avancées, parce qu'il y a des actions qui ont été menées. Quand on parle des accidents vasculaires cérébraux, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque sur le plan épidémiologique. Et ces facteurs de risque, comme vous le savez, il y a l'âge. On estime qu'après 55 ans, donc on estime qu'après 55 ans, à chaque décennie, on augmente le risque de faire un accident vasculaire cérébral par 2. Et les antécédents familiaux d'un AVC font que le risque soit estimé à peu près à 1,8. Sur ces facteurs, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sur l'âge ni sur nos antécédents. Peut-être sur nos antécédents, s'il y avait des actions menées auprès de nos ascendants, peut-être que ça pouvait être réduit. Mais en termes de facteurs de risque modifiables, dans toutes les études et partout, le premier facteur de risque modifiable, le plus dangereux, le plus fréquent, c'est l'hypertension artérielle. Et les études montrent que l'hypertension artérielle augmente le risque de faire un accident vasculaire cérébral à peu près par 4. Vous avez le tabac qui augmente le risque à peu près par 2. Le diabète, selon les études, entre 1,8 et 6. Les dyslipidémies, l'obésité, l'alcool, la contraception orale et l'inactivité physique. Ici, je n'ai pas mis d'autres facteurs de risque qui apparaissent dans certaines études, mais qui n'ont pas de données quantifiables pour évaluer réellement le risque, comme le stress socio-professionnel. Le stress socio-professionnel dans certaines études a été prouvé comme un des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral. Mais je n'ai pas de données sur le risque réel, la valeur du risque, pour pouvoir mettre ça sur cette diapositive. Classiquement, on sait qu'on a 2 types d'accidents vasculaires cérébraux. On a donc les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, dont selon les données de l'Occident représentent 80 à 85%. Par contre, chez nous, en Afrique, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques représentent à peu près 50 à 60% selon les données et selon les sites ou les centres d'études. Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, ici, les ischémies, j'ai mis plus fréquents, on a vu les fréquences. Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, j'ai mis plus graves parce que c'est les accidents vasculaires cérébraux qui sont responsables de la plupart de la mortalité à la phase aiguë des AVC. Généralement, dans les premières semaines, les 2 premières semaines, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques sont beaucoup plus mortels que les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Et en Occident, ça représente 15 à 20%, mais dans nos conditions, c'est à peu près 30 à 50%. Et puis, il y a une petite partie des hémorragies subarachnoïdiennes qu'on appelle couramment les hémorragies méningées. Ici, je n'ai pas voulu aller dans les détails de la clinique pour un accident vasculaire cérébraux parce que la question c'était pourquoi et que faire. Et donc, je ne suis pas dans les détails. Retenez qu'un accident vasculaire cérébral, comme on dit, accident, c'est un déficit neurologique brutal. Tout déficit neurologique brutal est considéré comme vasculaire jusqu'à preuve du contraire. Et ce malade doit bénéficier juste d'imagerie. Et donc, l'imagerie va soit mettre en évidence une lésion en faveur d'une ischémie ou une lésion en faveur d'une hémorragie. Et l'imagerie, c'est le scanner ou l'IRM. Je ne vais pas trop en détail parce que je sais que l'auditoire, il n'y a pas que les médecins, il y a ceux qui font santé publique et il y en a certainement qui ne sont même pas dans le domaine de la santé.
Au Congo, j'ai mis cette petite courbe qui a été une étude que nous avions réalisée pour voir au moment où nous n'avions pas de scanner, ou au moment où on a eu le scanner, on a commencé à réaliser le scanner, quelles a été à peu près les données épidémiologiques dans le cerveau. Et cette petite courbe montre que quand on ne réalisait pas le scanner du tout au début parce qu'il n'y en avait pas, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques représentaient à peu près 85%, avec 15% des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Mais quand on a commencé à réaliser systématiquement le scanner chez ces malades, on voit plutôt que les accidents vasculaires cérébraux ischémiques ne représentent que 67%. Et donc, il y a 37% des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Ça veut dire que sans scanner, à un moment donné, on a pu se tromper en considérant les AVC hémorragiques comme ischémiques, mais on avait le mérite de travailler sans scanner. Et que le fait juste d'avoir un diagnostic précis par l'imagerie a fait que la mortalité, qui était autour de 28% sans le scanner, est descendue à autour de 20-21%. C'est-à-dire que l'imagerie a apporté quelque chose dans la prise en charge des malades et dans la réduction de la mortalité. Ça, c'était des petites données de façon générale. Maintenant, la question qui m'a été posée, c'est pourquoi il y a tant d'AVC? Pourquoi l'incidence est élevée? Pourquoi la prévalence est élevée? Pourquoi on a beaucoup de gens qui font des AVC? Tant dans le monde que surtout dans nos conditions. La première chose, c'est l'hygiène de vie. Dans nos conditions surtout, je pense que tous, on se reconnaît devant le bocaboni, que parfois on ne va pas désaler, on va consommer comme ça, très salé. Il y en a qui vont se reconnaître là-dedans avec la viande très très grasse. Il y a même des animaux, j'ai oublié comment certains l'appellent à la cité, je pense, je ne sais pas, tapis rouge. Ou c'est, je ne sais pas, de la peau du porc ou quelque chose comme ça. Et quand on veut être un peu plus moderne, on veut dire à nos enfants qui sont modernes, voilà ce qu'on leur donne. Que ce soit dans nos conditions habituelles avec l'alimentation très salée, l'alimentation très grasse et les fast-food qui envahissent nos milieux et qui attirent l'attention de nos enfants maintenant, tout ça, cette alimentation, faux. Toute cette alimentation n'est pas bonne et représente un risque des maladies cardiovasculaires de façon générale et des accidents vasculaires cérébraux en particulier. Donc, on a beaucoup plus d'AVC parce que il y a un problème d'alimentation que nous devons revoir. L'alimentation très salée, on va y revenir, l'alimentation très grasse et les fast-food. Deuxièmement, la sédentarité. Maintenant, pour aller même au supermarché qui est à 10 minutes de la maison, parfois on prend la voiture. Et parfois, pour certains, on est tellement occupé avec le boulot qu'on a un circuit, on s'assoit, on reste devant l'écran ou devant son téléphone à la maison. On prend sa voiture pour aller au boulot on est assis, on continue à travailler et ensuite, on retourne dans ce cercle de la sédentarité. Et pour d'autres, comme on a vu, il est devant tes fast-food, son écran ou son téléphone, la sédentarité. Donc, l'hygiène de vie, tant sur le plan alimentaire que sur le plan exercice physique, font partie des éléments qui favorisent la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Ici, j'ai pris cette petite étude qui parle de la consommation du sel. C'est une méta-analyse, donc plusieurs études
qui ont été réalisés sur la consommation du sel et la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Ce qu'il faut retenir, c'est juste, on va prendre ici, si on prend l'ensemble des études et qu'on analyse, on voit que les données sont à droite de la ligne verticale. Ça veut dire que la consommation excessive du sel est un véritable facteur de risque de survenue des accidents vasculaires cérébraux. Toujours en matière de facteurs de risque non vasculaires, on fait des accidents vasculaires cérébraux. Pourquoi il y en a beaucoup? Parce qu'il y a le style de vie, l'hygiène de vie qui le favorise. Et deuxièmement, parce que nous avons des facteurs de risque. Chaque année, la Société congolaise de l'hypertension organise avec la Société européenne de cardiologie et de l'hypertension ce qu'ils appellent les mesures du mois de mai. Et ces mesures du mois de mai, c'est en population générale où on va prélever la tension de façon générale à la population générale sur plusieurs sites, plusieurs départements. Et donc ça, ce sont des données de la mesure du mois de mai de 2022 qui montrent que sur les 8619 participants qui ont été vus lors de cette mesure du mois de mai, il y a 35% d'hypertendus. Ça veut dire qu'au Congo, nous avons à peu près un tiers des Congolais hypertendus. Ces données ont déjà été prouvées par notre maître, Mme Kibali Kaki, avec l'étude STEP, je pense, des années 2002, 2004, 2003, que un Congolais sur 3 était hypertendu. Donc, il y a beaucoup d'AVC. On a vu que l'hypertension artérielle, c'était le premier facteur de risque de la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Mais qu'est-ce que cette mesure du mois de mai nous a montré? Que parmi ces hypertendus, il n'y a que 43% qui étaient connus hypertendus. Ça veut dire qu'il y a 57% des Congolais qui souffrent de l'hypertension, mais qui s'ignorent. Et pour ceux qui étaient connus, seuls 30,9% prennent leur traitement, donc 31%. Ça veut dire que vous avez à peu près 69% des gens qui sont hypertendus et qui ne prennent pas leur traitement au Congo. Et pour ceux qui sont traités, seuls 24,9%, donc 25%, le quart, sont équilibrés. Et donc, si on rapporte ceux qui sont équilibrés par rapport au nombre total d'hypertendus, il n'y a que 7,7%, 8% des hypertendus qui sont traités et équilibrés. Donc, nous avons 92% des gens qui ont l'hypertension artérielle au Congo qui ne sont pas équilibrés. Voilà l'un des éléments caractéristiques qui nous prouve pourquoi il y a beaucoup d'hypertension, beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux plutôt au Congo. Nous avons l'hygiène de vie, nous avons ce gros facteur d'hypertension artérielle et donc, comme nous avons l'occasion d'avoir nos amis de santé publique, tant dans la salle qu'en ligne, voilà quelque chose sur laquelle nous pouvons agir, sur laquelle nous pouvons mener des actions pour réduire l'incidence des accidents vasculaires cérébraux dans nos conditions. Je parle un tout petit peu du diabète. Ça, c'est des données de la Fédération internationale du diabète qui, donc, montre, je prends juste la région africaine, que la prévalence du diabète est autour de 5,3% en Afrique et ça varie donc entre 3,6 et 6,7%. Et un diabétique qui n'est pas équilibré, on a vu que tout diabétique a un risque de développer un accident vasculaire cérébral de 2%. Et il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que les facteurs de risque qui sont cumulables. Ça veut dire qu'un sujet qui est hypertendu, il a un risque énorme de faire un accident vasculaire cérébral
Mais s'il est en plus diabétique, s'il a une dyslipidémie, s'il fume, s'il prend de l'alcool, son risque devient beaucoup plus élevé qu'un sujet qui n'a qu'un seul facteur de risque vasculaire. Et là, donc, je vais parler en passant les autres facteurs de risque vasculaire, le tabagisme, les dyslipidémies, l'alcool, le stress socio-professionnel. Et donc, s'il faut résumer dans nos conditions, pourquoi il y a beaucoup d'AVC au Congo, c'est parce que nous avons une mauvaise hygiène de vie, on mange très salé, gras, sucré, on ne fait pas beaucoup d'exercices physiques et il y a beaucoup d'hypertendus qui soit s'ignorent, soit sont traités et ne sont pas équilibrés, soit ne prennent pas leur traitement. À ces facteurs s'ajoutent, un peu à moindre degré dans nos conditions, j'avoue qu'au Congo, même quand on voit les données en Afrique, on n'a pas beaucoup de gens qui fument par rapport à l'Occident. Il y a des dyslipidémies, l'alcool, oui, et les stress socio-professionnels. Une fois qu'on l'a dit, on dit que faire. Il paraît que Tintin a été au Congo de passage et il m'a posé la même question, qu'il y a beaucoup de AVC, mais que faire? Une fois qu'on a identifié des facteurs, quelles sont les raisons? Ça veut dire qu'on peut avoir des actions à mener pour pallier à ce problème. Et donc, la première action qui est logique, il faut remplacer toute cette alimentation grasse, sucrée et autres par une alimentation saine, comme on dit, des fruits, légumes, des graines, une alimentation riche en fibres, qui n'est qu'une conséquence logique de ce qu'on a vu en termes d'hygiène de vie. Le deuxième élément, c'est cette étude suédoise qui a été réalisée sur 10 ans à peu près, sur 11 450 sujets. Cette étude a pris en compte, a inclus les sujets qui avaient un haut risque vasculaire. Donc, il y avait beaucoup de facteurs de risque vasculaire. C'est des sujets qui étaient hypertendus, diabétiques, ayant une hypercholestérolémie, une insuffisance cardiaque et une fibrillation atriale, une fibrillation auriculaire. Ils ont pris ces sujets. Donc, théoriquement, comme on vient de voir, c'est des sujets qui sont à risque de développer un accident vasculaire cérébral. Ce qu'ils ont fait sur ces sujets, ils leur ont proposé une alimentation qu'ils ont appelée une alimentation saine. Cette alimentation saine était constituée d'au moins 5 fruits et légumes, d'au moins de 20 grammes de viande, pas de tabac, 150 minutes d'exercice physique par semaine et une consommation basse à modérée d'alcool, donc moins de 30 grammes par jour. À la fin de cette étude, ils ont vu qu'il y avait une réduction significative de la survenue des accidents vasculaires cérébraux chez ce groupe déjà à risque. Donc, il suffit de mener une action sur une alimentation saine, même chez des sujets qui ont tous les facteurs de risque vasculaire, pour que vous réduisiez de façon significative la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Donc, un premier message à apporter, quel que soit le sujet, facteur de risque vasculaire ou pas, alimentation saine. Ça réduit l'incidence des accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est une autre étude en Grande-Bretagne. Ici, c'est sur toute la population saine. C'est une étude qui a été menée entre 2003 et 2011, où ils ont systématiquement réduit la consommation de sel dans une population pour étudier l'incidence de la survenue des AVC dans cette population. Et les résultats de cette étude ont montré qu'il suffisait de réduire la consommation de sel dans l'alimentation pour réduire de 42% la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Donc, rien que la réduction des sels
Comme j'ai dit, par rapport au temps, il y avait des choix. Il y a des études chinoises et japonaises qui montrent la même chose, que juste la réduction de la consommation de sel dans une population réduit de façon significative la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Et ici, ils ont également fait pour l'infarctus du myocarde, parce qu'après, c'est le même mécanisme. Et donc, la réduction de consommation de sel dans cette population a baissé de 40% la survenue des infarctus du myocarde. Donc, le message à prendre, l'alimentation saine, fruits et légumes, exercice physique, réduction de la consommation de sel dans nos habitudes. Si le bocaboni, j'avoue, a une très bonne saveur, c'est quelque chose de très bien, faisons un effort de le dessaler un peu. Ici, nous avons vu que l'hypertension artérielle était le premier facteur de risque vasculaire. Et qu'au Congo, seuls à peu près 8% des hypertendus sont équilibrés. Et cette méta-analyse, qui est un peu ancienne mais qui est intéressante, montre qu'il suffit de réduire la pression artérielle systolique de 10 mm de mercure. Donc, un sujet qui a par exemple 130, vous le maintenez à 120. Celui qui a 140, vous le maintenez à 130. Et 5 mm de mercure pour la diastolique. Donc, celui qui a 85, vous le maintenez à 80. Pendant 5 ans, ça permet de réduire de 46% la survenue des accidents vasculaires cérébraux, de façon globale. Et quand on va dans les données de sous-groupes, ça réduit jusqu'à près de 80% la survenue des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, qui est la forme la plus grave, comme je l'ai dit. Donc, une action sur l'hypertension artérielle est intéressante. Vous voyez que sur cette méta-analyse, toutes les données montrent que c'est même très loin de la ligne de base en termes de gains, de bénéfices, de traiter les hypertendus et qu'ils soient équilibrés en termes de réduction de risque de survenue des accidents vasculaires cérébraux. Donc, une fois qu'on a demandé à nos sujets de manger de façon saine, de pratiquer l'exercice physique, de consommer moins de sel, il faut se faire dépister de l'hypertension artérielle. Et quand on est hypertendu, il faut avoir un traitement. Et quand on a un traitement, il faut s'assurer qu'on est équilibré, que votre pression artérielle est normale. J'ai parlé donc là de la prévention, j'ai dit primordial et primaire, parce que dans le primordial, j'ai inséré la consommation de sel et autres et l'alimentation, parce que c'est des éléments qui vont agir d'abord sur la survenue de l'hypertension artérielle, et puis primaire pour ceux qui sont hypertendus, ceux qui sont diabétiques. Ici, je n'ai pas insisté sur les autres facteurs, c'est exprès, mais sinon, en termes de prévention primaire, ceux qui fument sont censés arrêter de fumer ou réduire le tabagisme. Ceux qui consomment de l'alcool de façon excessive, avec l'alcool, les données disent que c'est comme une courbe en U. Quand on consomme moins d'alcool à une certaine quantité, il y a un bénéfice. Il paraît que c'est protecteur. Et à partir d'une certaine dose, ça devient facteur de risque. Ceux qui ont une dyslipidémie doivent être traités. Et donc, tout facteur de risque doit être pris en charge en termes de prévention primaire pour éviter la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Et une fois qu'on a déjà réalisé un accident vasculaire cérébral, il y a toujours une prévention à faire qui est donc la prévention secondaire. Parce qu'on suppose que si vous avez fait un accident vasculaire cérébral, ça veut dire que vous avez des facteurs de risque pour faire un accident vasculaire cérébral. Et si aucune action n'est menée, vous gardez le risque de faire une récidive. Donc, de refaire un accident vasculaire cérébral. Ainsi, en termes de prévention secondaire, tout ce que nous avons dit sur la prévention primaire s'applique. Donc, en prévention secondaire, toutes les actions de la prévention primaire s'y appliquent. Et en plus des éléments de la prévention primaire, j'ai mis
ces données de l'étude Progress, qui est une étude qui a évalué l'impact des traitements antihypertenseurs sur le risque de récidive des accidents vasculaires cérébraux. Et ça montrait qu'il suffisait de réduire la pression artérielle systolique de 14 mm de mercure, qui n'est pas très proche de 10 mm qu'on a vu tout à l'heure, et la diastolique de 6 mm de mercure pour baisser le risque de récidive de l'accident vasculaire cérébral de 55%. Et au terme des résultats de cette étude Progress, les sociétés savantes neurovasculaires recommandent qu'un traitement antihypertenseur soit institué en prévention secondaire d'un accident vasculaire cérébral, même chez le normotendu. C'est-à-dire qu'un sujet qui a une pression artérielle normale, qui a fait un accident vasculaire cérébral, pour éviter le risque, on lui propose des petites doses d'antihypertenseurs pour prévenir le risque de récidive. Donc, comme j'ai dit en prévention secondaire, on va donc réduire la pression artérielle, traitement antidiabétique, comme j'ai dit, traitement de la dyslipidémie. Ici, j'ai voulu insister sur certains points pour faire passer un message en voie de communication. Et en termes de prévention secondaire, toujours, la pression artérielle, c'est quel que soit le type d'AVC. Il faut agir sur la pression artérielle. Mais s'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ischémique, en termes de prévention secondaire, pour éviter la récidive, ici, on associe à tout ce qu'on a dit précédemment les antithrombotiques. Les antithrombotiques, c'est des antiagrégants plaquettaires, donc l'aspirine et ou le clopidogrel. Je n'insiste pas là-dessus. Dans certains cas des AVC, nous mettons les deux au début, clopidogrel et aspirine, et puis on va plutôt arrêter l'aspirine pour constater le clopidogrel. Il y en a qu'on va mettre uniquement sous clopidogrel, d'autres uniquement sous aspirine. Si la cause de l'AVC n'est pas le cœur, si ce n'est pas une cause cardio-embolique, donc si c'est une cause autre, donc athérome des gros troncs artériels, maladie des petites artères et autres. Maintenant, si la cause est cardio-embolique, donc c'est un caillot qui est parti du cœur, en termes de prévention secondaire, le traitement, c'est les anticoagulants. Les anticoagulants, nous avons les classiques antivitamine K ou les anticoagulants oraux directs que nous avons. Si quelqu'un a fait un AVC qui est d'origine cardio-embolique, si par inattention, le médecin, le neurologue qui le voit, ne le met pas sous anticoagulant et le met sous antiagrégant plaquettaire, ce sujet n'est protégé que de 21% contre le risque de récidiver. Donc, il garde près de 80% de risque de récidiver. Donc, on a certaines récidives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques juste parce qu'on n'a pas identifié la cause qui était cardio-embolique et que le traitement qui a été proposé en prévention secondaire n'a pas été adapté. Et que dans tous les cas, en cas d'AVC ischémique, on propose des statines à forte dose. Il y a des études qui ont montré que nous ne le faisons pas souvent ici parce que, un, c'est le coût parce que ça coûte cher. Deux, on craint un peu les effets secondaires. Normalement, il est conseillé d'aller jusqu'à 80 mg d'atorvastatine en prévention secondaire après un accident vasculaire cérébral. Ici, nous nous limitons souvent à 20 ou parfois 40. Alors, une fois qu'on a mené des actions sur la prévention, tant primaire que secondaire, donc ce qu'on doit faire, nous avons quelque chose à faire en commun et tous, sur l'hygiène de vie, sur l'action sur les facteurs de risque vasculaire. Et quelqu'un qui a déjà fait son accident vasculaire cérébral, bien que nous faisons de la prévention secondaire, il faut le prendre en charge. Classiquement, la prise en charge d'un accident vasculaire cérébral, c'est une hospitalisation en unité neurovasculaire. Ici, j'ai mis de façon globale
ce que j'ai mis, mesures générales. Dans ces mesures générales, il y a des mesures sur les signes vitaux, l'hypertension artérielle, la glycémie, l'hyperthermie. Et par rapport à l'auditoire, je n'ai pas voulu aller dans les détails de ces éléments de prise en charge. Et là, vous avez, dans ces mesures générales, les mesures de rééducation orthophonique pour quelqu'un qui a des difficultés pour parler, de la rééducation motrice. Tous ces éléments font partie et sont inclus pour la prise en charge des AVC dans tous les cas. Et si c'est un accident vasculaire cérébral ischémique, là aussi, donc, j'ai fait un choix, c'est des traitements de recanalisation. Recanalisation, c'est-à-dire déboucher l'artère qui est bouchée par un caillot. Pourquoi doit-on déboucher cette artère? C'est sur un principe simple qu'on appelle la pénombre ischémique. Sur ce schéma, il convient de rappeler que le cerveau, c'est un super organe qui fonctionne bien, qui nous permet de tout faire, mais les cellules du cerveau ne stockent ni le sucre, ni l'oxygène. Donc, ni le glucose, ni l'oxygène, qui sont des éléments nécessaires et essentiels à leur fonctionnement. C'est-à-dire que dès qu'une artère se bouche, ces cellules ne reçoivent plus les éléments nécessaires à leur fonctionnement. Ces cellules arrêtent de fonctionner. C'est ce que nous avons ici sur cette première image. Donc, cette artère, l'artère se bouche ici. Vous avez cette zone en bleu qui est perfusée par les collatérales, donc qui sont tout autour. Et cette zone bleu clair, que nous appelons la zone de pénombre, c'est une zone où des cellules souffrent. Ces cellules qui souffrent participent au déficit neurologique. C'est-à-dire que si c'est la partie du cerveau qui contrôle les mouvements de l'hémicorps droit, vous serez paralysé complètement à droite. Mais ces cellules qui arrêtent de fonctionner sont encore viables. C'est-à-dire que si vous débouchez cette artère, toutes ces cellules reçoivent de quoi fonctionner, ce sujet récupère complètement, sans un seul signe neurologique. Plus on va prendre du temps à 15 minutes, on suppose que la zone centrale de l'ischémie, là où c'est bouché, ces cellules sont détruites, ne sont plus récupérables. C'est la zone d'ischémie. Mais toute cette zone reste encore viable. Donc, si on débouche à 15 minutes, ce malade va considérablement récupérer avec son déficit ou un déficit minime. Au fur et à mesure qu'on avance, à 3 heures, vous voyez que la zone d'ischémie tend à remplacer la zone de pénombre. Et donc, plus on dépasse en temps, plus on n'a plus de bénéfice de déboucher ou de mener une action. Parce que si vous débouchez au-delà, il n'y a plus de cellules qui vont reprendre la fonction, donc ça ne sert à rien. Non seulement qu'il y aura des risques de la procédure, mais le bénéfice est minime ou nul. Et donc c'est sur ce principe que se basent les deux éléments de recanalisation que nous avons mis ici, la thrombolyse intraveineuse, qui doit être réalisée dans les 4h30 qui suivent le déficit. Et là, c'est avec un médicament thrombolytique. Et la thrombectomie mécanique, qui doit être réalisée dans les 6 heures qui suivent le déficit. Ici, c'est une procédure où on va faire monter un guide à partir de l'artère fémorale jusqu'au niveau de l'artère qui est bouchée et piéger le caillot dans une sorte de filet pour déboucher l'artère. Je ne vais pas parler de la thrombectomie parce que c'est une technique que nous n'allons pas avoir si tôt. C'est cher en termes d'organisation du matériel et de formation. Si on est objectif, déjà pour la thrombolyse, vous allez voir qu'on a pris du temps. La thrombectomie, quand on voit l'organisation, je sais que mon maître, professeur Jean-Bernard Kwambon, me regarde et se dit que ça pouvait être possible. Mais dans la réalité, ça devrait être possible. Mais dans la réalité, c'est encore
difficile. Et donc, du coup, ici, je vais juste parler de la thrombolyse. La thrombolyse intraveineuse avec l'actilyse est née d'une grande étude américaine réalisée en 1995, donc on appelle l'étude NIDS, qui a prouvé l'efficacité de ce médicament. Et depuis 2016, ce médicament a été approuvé aux États-Unis et est utilisé aux États-Unis dans les accidents vasculaires cérébraux comme le traitement efficace pour déboucher une artère. Les Européens l'ont approuvé en 2002. Ils l'ont commencé à utiliser un peu avant, hors AMM, mais l'AMM c'est en 2002. Et nous allons prendre le train un peu en marche, donc 30 ans après exactement, pour avancer vers cette thrombolie. Au Congo, nous avons dit que quand on a vu les mesures curatives du traitement, j'ai mis unité neurovasculaire. L'unité neurovasculaire en termes de neurologie vasculaire, ce n'est pas seulement une structure de soins, mais c'est considéré comme un moyen de traitement. Parce que quand on a mis en place l'unité neurovasculaire, on a prouvé que, indépendamment du traitement qui est administré, le malade qui est hospitalisé en unité neurovasculaire avait un bénéfice certain en termes de réduction du risque de mortalité et du handicap quand on voyait ce malade à 3 mois. Ce bénéfice s'explique par quelque chose de très simple. S'il y a des médecins ici ou qui me suivent en ligne, nous savons que dans nos services classiques, un malade qui est hospitalisé, on va prendre sa pression artérielle une fois par jour dans la journée, 2 fois ou maximum 3 fois quand on dit par équipe. Si on prenait la pression artérielle une seule fois le matin, ça veut dire que ce malade, entre le matin où on a pris la pression artérielle et le lendemain, on ne sait pas comment sa pression artérielle a évolué. Et nous savons que si on a par exemple un accident vasculaire cérébral hémorragique, plus la pression artérielle augmente, plus ça augmente le risque de ressaignement ou d'œdème majeur, et donc le risque de décès. En unité neurovasculaire, les malades sont scopés, donc avec un tensiomètre qui se gonfle automatiquement en fonction de la programmation. On peut programmer toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes. Et il y a des protocoles où l'infirmière sait que si la pression artérielle de ce malade qui est hospitalisé pour une hémorragie augmente à tel chiffre, je vais mettre tel médicament. Il y a une surveillance rapprochée qui fait que rien que cette surveillance va réduire de façon significative la mortalité et le handicap. Et donc au Congo, comme nos maîtres l'ont dit tout à l'heure, nous avons pu mettre en place l'unité neurovasculaire en 2014, qui a été la première unité neurovasculaire aux normes internationales de toute l'Afrique subsaharienne. Et une évaluation à une année a permis que nous avons quand même réduit la mortalité des accidents vasculaires cérébraux d'à peu près 30% de façon globale. Et quand on prenait le sous-chapitre des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, on a pu réduire cette mortalité de 26%. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, cette unité, on a démarré avec 11 lits. Tous les 11 lits avaient des scopes multiparamétriques. Aujourd'hui, nous avons, je pense, 5 lits fonctionnels. On se bat pour que l'unité reprenne sa lettre de faiblesse, de noblesse, comme je voulais dire. J'ai lâché faiblesse, mais c'est noblesse, je voulais dire. Avec les 11 lits fonctionnels et peut-être tous les scopes. Le traitement de recanalisation disponible, la thrombolyse. Au Congo, jusqu'aujourd'hui, donc entre 2010, nous sommes rentrés en 2025, 3 thrombolyses ont été réalisées au Congo. La première, c'était en 2013, chez un expatrié français qui fait son déficit. Et le centre médico-social de l'ambassade de France avait du tenectéplase. Et c'est comme ça que nous avons réalisé la thrombolyse chez ce sujet.
La deuxième thrombolyse, c'était un agent de l'OMS, Afrique. Et à l'époque, la clinique Pasteur avait quelques thrombolytiques dans sa pharmacie. Nous l'avons réalisé. Et la dernière, on a eu une petite dotation de l'AOGC de 4 flacons de thrombolytiques et une thrombolyse qui a été réalisée récemment. Mais nous avons montré que parmi les malades que nous recevons, nous avons à peu près 27% qui viennent à temps, qui sont éligibles, donc qui répondent aux critères pour bénéficier de la thrombolyse. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas leur administrer la thrombolyse à cause d'un simple fait, c'est que c'est un médicament qui coûte cher. Pour un adulte, le traitement coûte à peu près 1,5 million pour administrer le traitement thrombolytique. Et donc, c'était l'unique frein, je vais dire, jusqu'à maintenant. Cependant, très récemment, grâce à une implication personnelle du ministre de la Santé, le professeur Jean-José Ribara, du directeur général des soins et services de santé, le professeur Monabeka, qui a signé un contrat avec une ONG américaine, Direct Relief. Et je veux remercier et souligner l'implication de Dr Rosa Olesongo, qui est directrice des pharmacies et du médicament au ministère de la Santé, qui a beaucoup œuvré pour que cela soit possible. Et donc, très récemment, à cause de ce partenariat entre le ministère de la Santé et cette ONG, nous avons reçu 300 flacons de thrombolytiques, d'Actilis, qui sont déjà disponibles à Brazzaville. Et très bientôt, le ministère va certainement organiser la remise officielle au CHU. Nous avons donc des médicaments pour pouvoir faire la thrombolyse. On vous a dit que c'est le ministère qui va mettre à la disposition du CHU et ça sera gratuit. Le thrombolytique sera gratuit pour tout malade. Les doses que nous avons nous permettront de thrombolyser tous les malades éligibles jusqu'au moins fin mars 2026. Donc, pendant les 10 mois qui viennent, tous les malades AVC ischémiques sans distinction qui répondent aux critères de thrombolyse bénéficieront du médicament thrombolytique gratuitement. Et donc, pour ce faire, nous avons déjà organisé des formations du personnel médical et paramédical. Ça veut dire que l'équipe du CHU est prête pour la thrombolyse sur le plan formation. La filière intra-hospitalière, nous avons travaillé parce que pour qu'on a vu que ça doit aller vite. C'est-à-dire qu'entre le moment où le malade franchit le seuil des urgences du CHU ou le moment où le médicament doit être administré, nous avons travaillé, nous mettons en place des mécanismes pour que ce délai ne dépasse pas 30 minutes. Pour qu'en 30 minutes, le malade qui arrive, qui franchit le seuil des urgences, qu'il ait son scanner, qu'il ait son bilan et qu'il bénéficie de sa thrombolyse. Et pour nous aider dans cette organisation, la direction générale du CHU, le directeur général du CHU a pris une mesure pour qu'il y ait une sorte de kit neurovasculaire. Donc ce kit est un malade qui va arriver pour un accident vasculaire cérébral. Ce kit va constituer en fait le prix de l'imagerie, scanner ou IRM, de tout le bilan biologique, de ce qui va avoir le perfuseur, le cathéter, le sérum salé, tout ce qu'il faut pour qu'on prenne en charge le malade sans attendre une ordonnance. Donc, la direction générale du CHU a pris une mesure pour faire ce sort de kit. C'est-à-dire qu'en termes de fonctionnement, quand le malade arrive aux urgences, dès qu'une infirmière identifie que c'est un accident vasculaire cérébral, tout de suite, l'infirmière, quels que soient les malades qui sont là, présente ce malade
au médecin des urgences. Et le médecin des urgences va vérifier est-ce que c'est dans les 4 heures. Si oui, il lance l'alerte embolie en contactant le neurologue de garde ou d'astreinte. Déjà, nous, en neurologie, on a toujours un neurologue en permanence depuis un moment, d'astreinte de garde sur site, donc il y a toujours un neurologue au CHU. Il déclenche l'alerte auprès du biologiste qui est d'astreinte, prélève aussitôt et envoie, contacte le technicien de radio pour dire que j'ai une alerte vasculaire. Comme ça, on ne prend pas un autre malade sur la machine du scanner en attendant qu'on prenne ce malade-là. Et pendant que ce malade est en train d'être pris en charge, effectivement, on va demander à un membre de la famille d'aller payer son kit. Mais ça ne va pas retarder, on ne va pas dire il va d'abord payer, ensuite on va amener le malade. Ça, on a obtenu ça dans l'organisation de la direction générale du CHU pour que cette filière soit possible et facile pour les malades. Voilà les quelques éléments, je pense que j'ai pris beaucoup de temps sur. S'il faut que je résume, parce que je n'ai pas fait de conclusion sur mes diapositives, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux chez nous, parce qu'il y a un problème d'hygiène de vie sur la consommation très salée, des graisses, des fast-foods. Il y a un problème sur l'inactivité physique. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'hypertension artérielle qui s'ignorent. Beaucoup de gens qui savent qu'ils sont hypertendus qui ne prennent pas leur traitement. Beaucoup d'hypertendus qui prennent leur traitement et qui ne sont pas équilibrés. Et donc, il faut mener des actions sur ces facteurs de risque, sur l'alimentation, sur l'exercice physique, sur la prise en charge des hypertendus. Et un seul message sur le plan prise en charge, c'est que l'équipe de la neurologie du CHU de Brazzaville est prête pour la thrombolyse pour tous les malades éligibles, et ce, grâce au ministre de la Santé, au directeur général de la Santé et au directeur général du CHU de Brazzaville, qui nous offre donc cette opportunité de nous lancer dans cette activité. Je vous remercie.